c'est un comité qui rassemble l'opposition libyenne actuelle face à ce gouvernement qui a été mis en place et qui est alimenté par les Occidentaux, y compris par le Qatar et la Turquie, et qui, de surcroît, ne représente en rien le peuple libyen actuel. On va revenir sur l'actualité de la Libye un peu après. Au préalable, la manifestation devait se tenir devant l'ambassade de Libye. Pourquoi le faire ici? Donc nous avons été déplacés à 400 mètres suite au dernier rassemblement que nous avions organisé le 1er mars dernier, où l'ambassade de Libye avait organisé une contre-manifestation. Nous avons été agressés, la police a été agressée à cet effet. Donc on a décidé de nous mettre à 400 mètres sans nous prévenir au dernier moment. Ce qui fait que nous avions porté des annonces via les réseaux internet du rassemblement devant l'ambassade, ce qui explique que malheureusement beaucoup de personnes ont dû se présenter de fait devant l'ambassade, ne voyant personne, ont dû rebrousser chemin. Voilà. Donc on n'est pas très satisfait. On a demandé à la police si on avait la possibilité d'avancer de 200 mètres, puisqu'on a une manifestation basique, qui nous a été refusée, en nous portant on nous a menacé que dans le cas où on se déplaçait, qu'on risquait de se faire embarquer. Alors que la dernière fois, 50 Libyens qui n'étaient pas en règle, qui sont sortis de l'ambassade, nous ont agressés, ont pu tenir en toute impunité une manifestation non déclarée sans que la police applique la loi. Donc je trouve qu'il y a deux poids, deux mesures. Je trouve ça dommage, mais bon, ça ne change rien à notre détermination de condamner ce gouvernement illégitime, et nous referons d'autres rassemblements à l'avenir. Je tiens à préciser qu'aujourd'hui a lieu à Belgrade, devant l'ambassade de Libye, un rassemblement qui a été aussi organisé par le Comité pour une Libye démocratique et le CBS de Belgrade. Au Burkina Faso a lieu aussi à ce moment même un rassemblement devant l'ambassade de Libye pour dénoncer le gouvernement illégitime, ainsi qu'en Algérie. Et au mois d'avril sont prévus à peu près une dizaine de pays: Rome, Moscou, Belgique, Égypte, Tunisie, le Yémen, le Soudan. Donc on est en train de créer une dynamique pour montrer au gouvernement libyen actuel qu'il est de fait complètement illégitime. Et nous aurons une démarche très active dans les prochains mois pour attirer l'opinion publique en France, que le gouvernement français n'est plus en mesure de reconnaître un gouvernement qui s'appuie sur les milices islamistes intégristes pour asseoir son pouvoir, et qui emprisonne de fait le peuple libyen, à savoir qu'en Libye, la production de ce drapeau est strictement interdite. Vous risquez un emprisonnement au mieux, au pire la mort. Soulignons que le drapeau a été changé également. Bien sûr, bien sûr. Alors s'il s'agit de l'ancien drapeau du roi Idriss, il faut savoir que le peuple libyen avait donc mis en place la Révolution verte. Il y avait un drapeau, une nation, il y avait un pays qui fonctionnait, où l'argent du pétrole était rétribué. N'oublions pas que Muammar Kadhafi octroyait à peu près 500 $ par mois, par enfant, par Libyen, que le logement était gratuit, que la nourriture était subventionnée à plus de 50%, qu'un étudiant qui voulait venir étudier à l'étranger avait une dot, une aide financière de 1 600 € par mois, logement compris. Il y a le Dinaror aussi. Alors ça c'est autre chose, ça a été les raisons de la chute du régime. Ainsi que le satellite qui voulait développer pour l'Afrique en termes de télécom. Ça a été financé par la Libye ainsi que par l'Algérie, qui avait donc financé à hauteur de 500 millions de $, ce fameux satellite, qui en fin de compte correspondait au montant annuel que devaient payer les pays africains pour pouvoir avoir une télécommunication. Donc Muammar Kadhafi ainsi que l'Algérie, et dans le but de la création d'Afrique, avaient décidé de faire des économies et de faire en sorte que les pays africains aient une communication téléphonique qui soit accessible. Voilà. Donc là, on nous a dépeint dans ces médias Kadhafi comme étant un dictateur tortionnaire qui maltraitait son peuple. J'étais présent à Tripoli en 2011, lors des bombardements de l'OTAN.
j'ai pu constater que les informations qui émanaient d'Al Jazeera, reprises en masse par les médias, France 24, TF1, Antenne 2, etc., qui n'ont jamais fait de travail journalistique, puisqu'aucun reporter, pour l'essentiel, n'était sur place. Ils passaient par des sociétés de production françaises qui étaient protégées et surprotégées par l'OTAN. Tout ça pour dire qu'on nous avait annoncé la mort de 6000 personnes lors d'un bombardement de l'aviation libyenne sur le quartier d'Abu Muslim, bombardement qui n'a jamais eu lieu. On nous a fait état que M. Kadhafi finançait des mercenaires étrangers, il n'en était rien. Ça a été reconnu par Amnesty International dans un rapport qui avait été publié le 25 octobre 2012. Et au bas mot, cette révolution dite populaire n'en était rien. Malgré tout ce que Kadhafi a fait, ce que vous venez de citer, donc le Dinaror et également le Télécom, satellite de Télécom, qu'est-ce que vous avez à répondre à ceux qui disent que malgré ça, malgré tout ce qu'il a apporté à la Libye et à l'Afrique, il se comportait ou il était un despote? J'ai envie de répondre que j'aurais souhaité, j'aimerais avoir un despote comme ça en France, en ce sens que le peuple vivait bien, que l'argent était rétribué. On nous a accusé, Mouammar Kadhafi, d'être responsable des attentats de Lockerbie. Maintenant, on nous rapporte qu'on serait plutôt sur le dossier iranien. Donc on voit bien que Mouammar Kadhafi était complètement innocent dans cette démarche. Il y a eu une politique pendant 20 ans qui a destiné à salir l'image de Kadhafi, puisque Kadhafi, à contrario de sociétés occidentales, préservait la monnaie de son pays, préservait la culture arabe. Depuis 20 ans maintenant, depuis que Mouammar Kadhafi a voulu jouer du panarabisme et de faire profiter l'argent du pétrole, non pas à des multinationales, non pas au FMI, non pas à la Banque mondiale, mais au peuple libyen, il fallait bien évidemment préparer ce qui est arrivé malheureusement à la Libye en 2011. Donc simplement ce que je réponds, c'est qu'effectivement Kadhafi refusait d'être sous le joug du colonialisme. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles il a souhaité créer notamment la Révolution verte pour s'émanciper du système occidental imposé à des pays arabes sur lequel ce modèle n'est pas adapté, parce qu'il y a une culture, il y a une tradition qui diverge de nous, société occidentale. Et effectivement, Kadhafi posait un grand problème à ce niveau-là, puisque beaucoup de multinationales n'avaient pas la possibilité d'avoir la mainmise sur le pays comme ils peuvent l'avoir actuellement. Est-ce qu'on peut faire une brève chronologie maintenant de ce qui s'est passé en Libye depuis la mort de Mouammar Kadhafi en 2011? Alors depuis la mort de Mouammar Kadhafi, nous avons les Occidentaux qui tentent en vain de mettre un système démocratique en place, qui d'ailleurs est voué à l'échec et est un échec cuisant. Lors des dernières élections, sur 6 millions d'habitants, vous avez 300 000 Libyens qui se sont rendus aux urnes, ce qui représente à peu près 8% de la population. Malgré cette situation et cette analyse, ce constat, la communauté internationale continue à se féliciter du processus démocratique que subit la Libye. Mais de quel processus démocratique parlons-nous? Nous parlons d'un gouvernement qui ne représente que lui-même, qui actuellement assoit son pouvoir grâce aux milices islamistes intégristes que l'Occident, et notamment la France, est censé combattre au Mali et en RDC. Et le point nodal, c'est que ont été mis complètement à l'index les tribus libyennes. Or, si Mouammar Kadhafi a pu mettre en place ce système et exister pendant ses 42 ans de pouvoir, ce n'est pas parce qu'il avait un pouvoir dictatorial, parce que ce dernier a su jouer des composantes très tribales que connaît la Libye. Mais est-ce que finalement il ne faut pas quand même avoir un pouvoir avec une certaine main de fer pour tenir justement au respect de toutes ces tribus et réussir à fédérer? Alors si Kadhafi avait eu la main de fer qu'on lui prétendait, il n'y aurait jamais eu cette révolution en 2011. Mouammar Kadhafi, avait la capacité de régler le problème de Misrata en 10 minutes, puisque la rébellion était assez forte 3 mois après le début du coup d'État, parce que c'est un coup d'État occidental qui a été organisé en Libye. Il n'y a pas eu de manifestation populaire. On a vu Al Jazeera se tronquer et manipuler les images. On nous présentait des images
pro-Kadhafi, on nous expliquait que c'était des manifestants qui étaient contre le régime. On a toute une série d'éléments qui, d'ailleurs, on est en train de porter plainte contre Al Jazeera à cet effet, devant la Cour européenne de justice, puisque l'État français a refusé jusqu'à présent de juger Al Jazeera. Pensez bien que les intérêts du Qatar et les intérêts nationaux prédominent sur le droit fondamental. Est-ce qu'il y a aujourd'hui en Libye une organisation des pro-Kadhafi pour essayer de renverser ce pouvoir actuel? Alors, vous me parlez de pro-Kadhafi, moi je vous parle du peuple. C'est-à-dire que tout le sud libyen actuellement a refusé de faire allégeance au pouvoir imposé par les Occidentaux à Tripoli. On essaie de nous faire croire depuis quelques mois que la présence d'Al-Qaïda est dans le sud libyen, simplement pour enrayer la résistance verte qui était active militairement parlant avec l'appui des populations et qui ont repris des villes comme Koufra, Seba, mais Bani Walid, qui sont des fiefs, je ne dirais pas pro-Kadhafi, mais libyens, puisque nous, nous ne reconnaissons pas ce gouvernement actuel et le drapeau qui flotte sur l'ambassade de Libye actuellement. Ça fait des années que je soutiens la Jamaria libyenne, que j'ai connue en 1990, oui, ça fait très longtemps. Ça fait plus de 20 ans que j'allais en Libye 4-5 fois par an et je participais à des congrès, à des conférences et je travaillais au centre du Petit Livre Vert. Donc j'étais intéressée par la Libye, par son projet de démocratie directe, d'autogestion. J'ai visité nombre d'usines. Ce qui m'intéressait, c'est qu'il n'y avait pas de patron, que les ouvriers géraient leur usine. Ce qui m'intéressait dans la Libye, c'est qu'ils ne payaient pas de loyer, ils ne payaient pas d'électricité, il n'y avait pas de mendiants dans les rues comme dans les autres pays arabes. C'est-à-dire qu'ils vivaient bien, que c'était un pays cool. Dès qu'on allait en Libye, on se dépolluait l'esprit, on se sentait bien en Libye. Quelle est la différence entre la Libye de Kadhafi et la Libye actuelle? La Libye actuelle, vous voyez bien, c'est le chaos. Hein. Les gens s'entretuent, les ligues islamistes sont là dans le pays, les salafistes payés par l'Arabie saoudite, vous avez les takfiristes, vous avez les djihadistes, c'est dangereux. D'ailleurs, on m'a conseillé de ne plus y retourner. Vu que j'ai fait quelques émissions de télé, j'en ai fait une avec El Baghdadi qui était le président du Congrès général en Libye et que j'ai apparu avec Muammar Kadhafi. Voilà, donc je ne peux pas retourner en Libye. Moi j'ai bien connu les fameux congrès de base en Libye, des congrès de base qui se réunissaient dans les quartiers, dans les villages, et où se prenait la décision qui concernait le local. J'ai aussi bien connu les congrès secondaires qui mettaient en application ce qui se décidait dans les congrès de base. Et j'ai bien connu le congrès général qui ressemblait l'ensemble du pays, des délégués qui étaient désignés par le local. Et je dois dire que, contrairement à ce qu'on raconte, il y avait pas mal de femmes dans les congrès, il y avait pas mal d'Africains aussi dans les congrès. La Libye était vraiment le pays multiculturel que je connaissais et il y avait beaucoup de femmes et surtout qu'il y avait de nombreuses femmes officiers. Celle qui dirigeait la place Bab el Azizia, Zora, était une de mes copines, c'était un officier libyen. Donc j'ai beaucoup aimé, bon je ne veux pas dire que tout est parfait, parce que la démocratie directe était un projet qui marchait dans certains quartiers, dans certaines villes, mais qui ne marchait pas partout. Parce que le Congrès général, il décidait, de tout ce qui concernait le militaire, de tout ce qui concernait la finance, et donc ils dépensaient tous du Congrès général, donc ils n'avaient pas tellement les mains libres dans les congrès, mais bon, c'était une amélioration. Et puis on n'allait pas laisser Kadhafi installer vraiment ce congrès général, cette démocratie directe, parce que c'était contraire à ce qu'avait décidé la Ligue arabe. Kadhafi était un innovateur et la Ligue arabe n'aimait pas la démocratie directe. La Ligue arabe aimait les dictatures. La résistance verte, elle est en train de reconquérir, que ce soit dans le sud, dans les villages,
Vous savez, la Libye, elle a 80% de désert et 20% de verdure. Hein. C'est un désert, en fait, la Libye. Il y a à peu près 1500 tribus en Libye, et sur le 1500, il y a 1250 qui sont restés fidèles aux enfants Kadhafi, à Saïf. Et puis, je voudrais aussi dénoncer le fait que Sadi vient d'être arrêté au Niger et qu'il a été livré aux Libyens, qu'il a été torturé et qu'il est en prison en Libye et qu'on demande également sa libération. Donc il y a une population qui est muselée. À Tripoli, les quartiers de Bani Walid notamment ont toujours été pro-Kadhafi. Lorsque j'ai été présent en Libye, j'ai pu constater une manifestation où il y avait plus d'1,5 million de Libyens à Tripoli qui manifestaient leur soutien au système de Muammar Kadhafi et 400 000 à Zawiya. J'ai constaté que la population aimait beaucoup Kadhafi. Alors, je vais prendre un exemple. Même Berlusconi a reconnu, bon, c'est vrai que ce n'est pas non plus le meilleur icône qu'on puisse avoir, le meilleur des ambassadeurs, mais même Berlusconi a reconnu que Kadhafi était aimé par son peuple. Et c'est une réalité. Il suffit de se rendre sur les réseaux sociaux actuellement sur Facebook, où vous avez des dizaines de milliers de jeunes Libyens qui regrettent et qui souhaitent le retour de la Jamaria libyenne. Voilà. D'ailleurs, c'est un précédent, puisque même lors de la chute de l'Union soviétique, le Parti communiste a eu le droit de pouvoir se présenter aux élections. Un parti vert qui prendrait les idées de la Jamaria libyenne n'a pas la possibilité au jour d'aujourd'hui de pouvoir exister en Libye. C'est interdit par l'article 7 de la loi électorale qui est en vigueur et qui avait été promulguée à l'époque par le CNT, les agents américains au service de la France et des États-Unis. Quels sont les partis politiques actuellement en Libye? Alors vous avez les membres de la révolution du 17 février qui sont plutôt laïques, qui ne représentent pas grand-chose. Vous avez les frères musulmans, appuyés par le Qatar et la Turquie. Et puis je vous dis, il y a 2 millions de fonctionnaires libyens qui étaient restés fidèles à la Jamaria libyenne qui n'ont pas la possibilité de pouvoir s'exprimer. Ce qui montre d'ailleurs qu'on a 300 000 personnes qui vont voter aux dernières élections. Au jour d'aujourd'hui, vous avez Misrata, qui est une tribu qui n'est pas très importante, qui est appuyée militairement par les Occidentaux. Et vous avez les milices d'Al-Qaïda par son chef, M. Belhadj, qui, tient à le rappeler, est incarcéré à Guantanamo, qui est un islamiste intégriste, qui essaye de se redorer une image médiatique. Une petite anecdote, sa chef de communication n'a pas le voile, alors que ce dernier prône l'application de la charia dans les quartiers et les zones qu'il tient à Tripoli. Donc on a un peuple qui est muselé, qui n'a pas la possibilité de s'exprimer. L'Occident a décidé de miser sur des milices islamistes intégristes qui sont extrêmement armées. On continue à armer ces gens. Alors il faut savoir pourquoi on continue à armer ces gens. N'oublions pas ce qui se passe actuellement en Syrie. Très important. Nous avons eu état par le biais des comités révolutionnaires libyens qui sont encore très actifs et qui ont infiltré différentes milices, le gouvernement, qu'il y a une semaine, 650 djihadistes de nationalité libyenne, tunisienne, algérienne et égyptienne se sont rendus à la frontière turque pour attaquer à Kazab. Et hier sont partis 1000 djihadistes en provenance d'Afghanistan et de Tchétchénie qui étaient entraînés dans des camps à Misrata par des sociétés privées occidentales au maniement d'armes type occidental, notamment des missiles Milan et des missiles solaires. Alors on ne sait pas comment ces armes sont arrivées, puisque je tiens à rappeler qu'il y a toujours l'embargo sur les armes. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre ce qui s'est passé en Libye, ce qui se passe encore actuellement en Libye, et ce qui se passe en Syrie et nouvellement en Ukraine? Oui, parce que le mode opératoire est exactement le même. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur des groupes minoritaires dans un pays qui ne reconnaissent pas pro-occidentaux, qu'on a allègrement financé depuis des années, pour déstabiliser avec une intoxication médiatique, pour justifier d'interventions illégitimes qui violent complètement les droits internationaux.
Donc effectivement, le procédé est exactement le même. Déjà une pensée pour les 30 000 prisonniers politiques qui sont tenus dans les geôles libyennes actuellement. Le CLD, avec des appuis de réseaux libyens, ont fait état de 71 prisons secrètes. Nous avons bien évidemment avisé les institutions internationales de ces situations. Jusqu'à ce jour, rien n'est fait. Donc une pensée pour ces gens qui souffrent, pour avoir eu le malheur de défendre leur pays, qui était la Jamaïa libyenne et qui reste la Jamaïa libyenne. Une pensée aux 2,5 millions de Libyens qui sont en exil et qui n'ont pas la possibilité de pouvoir rentrer dans leur demeure. Une pensée au peuple du Sud qui va prochainement vivre des moments difficiles puisque la communauté internationale prépare une intervention en vue d'éradiquer la volonté populaire, à savoir le retour des principes et des valeurs de la Jamaïa libyenne. Et nous appelons la communauté internationale à lâcher ces islamistes intégristes qui ont semé le chaos au Mali, qui sèmeront prochainement le chaos au Niger et qui viendront prochainement en Europe et notamment en France propager leur idéologie sauvage et sanguinaire dont la Libye a pu être victime, dont le Kosovo et la Yougoslavie a pu être victime, comme l'Irak en est victime à l'heure actuelle, et la Syrie qui vit un désastre depuis 3 ans. Nous espérons que Laurent Fabius, qui n'a pas souhaité entendre la majorité du peuple libyen, ne pas reconnaître une opposition en exil, nous espérons que le prochain ministre des Affaires étrangères prendra en compte la vraie situation libyenne et que la France sera grandie. Nous espérons que François Hollande sorte de l'OTAN pour que la France reprenne son indépendance politique pour la stabilité des pays africains, pour la stabilité des pays du Maghreb, ainsi que pour la stabilité du Moyen-Orient.